on peut constater qu'elles n'ont jamais été respectées. Sauf peut-être la première avec le général de Gaulle lorsque la Cinquième République a été mise en œuvre au tout début. Voilà. Toutes les autres lois de programmation militaire n'ont jamais été respectées, et ce qui a été un peu le défaut. Et tout cela s'est fait bien évidemment au détriment des moyens consacrés à la défense. Les budgets de la défense ont toujours servi jusqu'à présent de variable d'ajustement. L'État rencontre au fil de l'année, après une loi de programmation de finances, la loi de finances qui est votée généralement en fin d'année pour l'année suivante, il y a toujours des raisons de ne pas respecter ce qui était prévu au départ. Je remonterai par exemple au président Sarkozy, qui, avec l'établissement d'un livre blanc en 2008, il a pris la présidence en 2007, donc en 2008, un livre blanc de la défense qui a instauré déjà à ce moment-là la réduction des effectifs des armées françaises de l'ordre, sur les 5 ans qui suivaient, de l'ordre de 54 000 hommes. Donc, 54 000 hommes lorsque le président Sarkozy a quitté la présidence. Son successeur, curieusement, en 2012, élu en 2012, que fait-il en 2013? Un nouveau livre blanc, complètement injustifié. Que prévoyait ce livre blanc, encore une fois? Une nouvelle réduction des effectifs, cette fois-ci de 34 000 hommes. L'action, je dirais, que je qualifierais moi de malheureuse du président Sarkozy en voulant intervenir en Libye, après le renversement et la mort de Kadhafi, nous avons eu la conséquence, c'est le Mali. Nous l'avons aujourd'hui. C'est le Mali la conséquence. Et donc, à ce moment-là, le président Hollande a été confronté à un sujet véritable, c'est-à-dire le déclenchement de l'opération Serval en janvier 2013, qui a duré une année et qui a ensuite changé de nom avec l'appellation de Barkhane. Cela étant, à ce moment-là, nous étions déjà dans ce fameux programme de réduction de 34 000 hommes voulu par le livre blanc de M. Hollande. Nous en étions déjà à la moitié, à peu près, 17 000. Et donc, le chef d'état-major de l'époque, le général de Villiers, et les autres 3 chefs d'état-major des 3 armées, terre, air, mer, ne pouvaient plus, je dirais, agir avec des moyens qui se réduisaient, que ce soit sur le plan humain ou que ce soit sur le plan des matériels qui vieillissaient. À ce moment-là, le chef d'état-major des armées et les 3 autres chefs d'état-major des 3 armées, considérant qu'ils ne pouvaient pas continuer à remplir la mission qui est celle des armées dans les conditions dans lesquelles elle s'écoulait, sont allés voir le ministre de la Défense, M. Le Drian, et lui ont indiqué que si le président persistait dans ses réductions, eh bien, il démissionnait. C'est-à-dire que c'est très important parce qu'il faut savoir également que s'ils avaient démissionné, derrière eux, il y avait une vingtaine d'autres généraux qui étaient prêts à les suivre. C'est-à-dire que l'ensemble du grand état-major des armées et des 3 autres armées aurait été, allez, je ne vais pas utiliser le terme de décimé, mais ça aurait été un vrai sujet de préoccupation. Donc le ministre Le Drian a réussi à convaincre le président. Et donc, moi je considère que dans cette affaire, nos chefs militaires ont été responsables à cette époque-là. Ils ont réussi à faire plier nos dirigeants dans un domaine qui est capital, puisque avec des budgets qui ont été réduits jusqu'à ce moment-là, il faut tout de même se souvenir qu'à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire, début des années 90, le budget de la défense de la France représentait 3%
du PIB. Tout cela nous a conduit à des réductions successives de budget et nous sommes arrivés à la fin de la présidence de M. Hollande, nous étions à 1,2 du PIB. Comment un pays comme la France, avec les responsabilités qui sont les siennes, peut-elle opérer, remplir ses missions avec un budget qui représente 1,2% de son PIB? Alors, pour moi, c'est impossible. Un budget qui représenterait 2% du PIB, mais à l'horizon 2025. C'est-à-dire que là, nous avons, avec les opérations extérieures en particulier, et là, c'est un point important aussi, parce que jusqu'à présent, tout cela, les dépenses de ces missions à l'extérieur, ce qu'on appelle les OPEX, et j'y ajouterai également les opérations à l'intérieur du territoire, ce qu'on appelle les MISINT, missions intérieures, avec notamment l'opération, que ce soit Vigipirate ou Sentinelle. Sentinelle. Eh bien là, nous atteignons depuis quelques années plus d'1 milliard, l'équivalent d'1,3 milliard, qui ne sont pas prévus, qui n'étaient pas prévus dans le budget de la défense. Je dirais, dans le monde, le réarmement se poursuit. Le côté nucléaire, nous avons là aussi un certain nombre de sujets de préoccupation, notamment dans la zone de l'Iran, mais pas uniquement. Donc, pour moi, un pays comme la France se doit de consacrer 3% de son PIB à la défense. Avec notamment les OPEX, ça ne pose pas de problème. Les jeunes qui s'engagent sous l'uniforme sont des gens qui ont un certain dynamisme, qui ont un certain esprit patriotique et qui sont volontaires pour opérer à l'extérieur dans ces OPEX. En revanche, ce qu'on appelle les MISINT, les missions intérieures, que ce soit Vigipirate ou que ce soit les opérations Sentinelle, là, on se rend compte que ce n'est pas du tout le rôle des armées. Alors c'est vrai qu'on est venu aider parce que les forces de l'ordre avaient des problèmes dans cette période qui est critique et qui est susceptible de terrorisme. Mais ce n'est pas la mission première des armées. Et il faut bien reconnaître que chez nos jeunes militaires, nos jeunes sous-officiers, lorsque leur premier contrat arrive à échéance, 3 ans, 5 ans, ça dépend, eh bien certains refusent de poursuivre et donc il y a un problème de fidélisation qui commence à se poser. Un chiffre qui peut être très parlant, je reviens sur cet aspect régalien, c'est-à-dire défense, police, justice, ça représentait, il y a encore allez, je reviens au début des années 90, ça représentait 6% du PIB. 6% du PIB de la France. Ça représente aujourd'hui, tout compris, 3%. Et donc, en matière de défense, pour ma part, je veux redonner les 3% que nous avions à la fin de la guerre froide.